Bonjour mes curieux et curieuses, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va plutôt bien. J'ai repris le sport depuis à peu près une semaine, je me sens beaucoup mieux. Ma perte de poids avance enfin. Du coup, aujourd'hui nous sommes de retour dans un MCLNUL, un Mac nul ou un nul. Non, c'était gênant, très gênant. Donc j'ai changé mon micro de place et au lieu d'être par ici, il est plutôt ici. Voilà. Il est plutôt au devant du bureau au lieu d'être à l'arrière, comme ça. Ça capte mieux ma voix, je trouve, et j'ai moins à porter ma voix, même si c'est un micro de qualité, c'est un Blue Yeti. Alors, donc j'ai accroché mes cheveux, voilà. J'ai ma petite bouteille d'eau, voilà. J'ai le livre. Donc aujourd'hui, nous allons terminer la lecture du livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Nous en sommes au chapitre 5. Il reste vraiment pas beaucoup de pages. Donc voilà, il reste à peu près une trentaine de pages. Donc 30 pages, je pense que ça va se faire dans cette vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé de ma lecture et si ces différents épisodes de la lecture de ce livre vous ont plu. Voilà. Je sais déjà le livre que je lirai la prochaine fois. Voilà. Je vous remercie aussi également de vos retours sur mes vidéos Combs. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Même si j'ai pas eu le temps de bien peaufiner la vidéo et qu'elle est un peu brouillon à mon goût. Mais franchement, j'adore faire les Combs. Bien sûr, il n'y aura pas que les Combs et les vidéos Maman curieuse lis-nous une histoire. Je vous ferai aussi d'autres vidéos Histoire, d'autres vidéos true crime, parce que j'en avais fait qu'une. En 4 ans de chaîne, j'en ai fait qu'une. J'avais fait sur une tueuse bretonne. C'est parti pour la lecture. Trêve de blabla. Chapitre 5. La magie du rangement va transformer votre vie de manière spectaculaire. Mettez en ordre votre maison et découvrez ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Au Japon, un délégué de classe est quelqu'un de populaire, doté de qualités de leadership et qui aime se distinguer. Nous disons de quelqu'un qui présente ces qualités qu'il a la fibre du délégué. Moi, je suis une organisatrice, une excentrique au calme dans le coin de la classe, qui œuvre à l'organisation des étagères. Je suis tout à fait sérieuse, c'est à prendre au sens littéral du terme. La première mission officielle que l'on m'a confiée à l'école primaire était de ranger. Je me souviens très bien de cette journée. Tout le monde était en concurrence pour des tâches telles que nourrir les animaux domestiques de l'école ou arroser les plantes, mais quand la maîtresse a demandé qui aimerait être responsable de l'organisation et du rangement de la classe, j'ai été la seule à lever la main et j'étais très enthousiaste. Rétrospectivement, mes gènes du rangement étaient déjà à l'œuvre malgré mon jeune âge. En lisant les chapitres précédents, vous avez découvert à quoi je passais mes journées à l'école, me chargeant avec joie et confiance de la réorganisation de la salle de classe, des vestiaires et des étagères. Lorsque je raconte cette histoire, on me dit souvent « Vous avez vraiment de la chance d'avoir su ce qui vous plaisait très jeune. Je vous envie car je n'ai pas la moindre idée de ce que j'aimerais faire. » En fait, j'ai pris conscience assez récemment à quel point j'aimais organiser les choses. Si je consacre le plus clair de mon temps au rangement, en donnant des cours chez mes clients ou des conférences, lorsque j'étais jeune, mon rêve était de me marier. Le rangement faisait tellement partie intégrante de ma vie quotidienne que j'ai pris conscience de pouvoir en faire ma profession uniquement le jour où j'ai démarré mon activité. Quand les gens me demandaient ce que j'aimais faire, j'hésitais, puis je répondais finalement en désespoir de cause.
lire des livres. Mais je me demandais en même temps, qu'est-ce que j'aime faire ? J'avais complètement oublié que l'on m'avait confié la mission d'organiser la salle de classe à l'école primaire. 15 ans plus tard, j'ai soudain eu un flash pendant que je rangeais ma chambre. J'ai vu ma maîtresse écrire mon nom au tableau et j'ai réalisé avec surprise que ce domaine m'intéressait déjà quand j'étais très jeune. Repensez à l'époque où vous étiez encore à l'école et aux choses que vous aimiez faire. Vous adoriez peut-être dessiner. Il y a des chances pour que ce passe-temps apprécié soit lié d'une manière ou d'une autre à votre activité actuelle, même si vous la menez différemment. Au fond, les choses que nous aimons vraiment ne changent pas avec le temps. Mettre de l'ordre dans votre maison est un excellent moyen de savoir quelles sont vos passions. Je suis très amie depuis l'université avec l'une de mes clientes. Après l'obtention de son diplôme, elle a travaillé dans une grande société d'informatique, puis découvert ce qui lui plaisait vraiment grâce au rangement. Lorsque nous avons terminé de mettre de l'ordre dans sa maison, elle a regardé sa bibliothèque qui ne renfermait plus que des livres qui la captivaient et s'est rendu compte qu'il s'agissait uniquement d'ouvrages sur l'assistance sociale. Les nombreux livres qu'elle avait achetés pour étudier l'anglais ou améliorer ses compétences en matière de secrétariat une fois entrée dans la vie active avaient disparu. Restaient seulement ceux sur l'assistance sociale dont elle avait fait l'acquisition lorsqu'elle était au collège. En les voyant, lui sont revenues à l'esprit ses nombreuses années de babysitting bénévole avant son entrée dans la vie active. Elle a soudain pris conscience qu'elle souhaitait contribuer à bâtir une société dans laquelle les mères pourraient travailler sans se faire de soucis pour leurs enfants. Consciente pour la première fois de la passion qui était en elle, elle a passé l'année suivante mon cours à étudier et à se préparer. Puis elle a démissionné de son poste et monté une entreprise de babysitting. Elle a désormais de nombreux clients qui bénéficient de ses services et elle profite à fond de chaque journée en cherchant des moyens d'améliorer son activité. C'est en rangeant ma maison que j'ai découvert ce que je voulais vraiment faire. Voilà les paroles que j'entends fréquemment de la bouche de mes clients. Pour la majorité d'entre eux, cette expérience de rangement les fait s'engager plus passionnément dans leur activité. Certains créent leur propre entreprise, d'autres changent de travail et d'autres encore voient croître leur intérêt pour leur métier. Ils deviennent également plus passionnés pour leur centre d'intérêt, leur maison et leur vie de famille. Puisqu'ils sont plus conscients de ce qu'ils aiment, leur vie quotidienne devient plus enthousiaste. Bien que nous puissions mieux que nous connaître en prenant le temps de nous analyser ou en écoutant la perception que les autres ont de nous, je suis persuadée que le rangement reste le meilleur moyen d'y parvenir. Après tout, nos affaires illustrent avec une grande précision l'historique des décisions que nous avons prises dans notre vie. Ranger est un moyen de faire le point sur ce que nous aimons vraiment. L'effet magique du rangement transforme notre vie de manière spectaculaire. Jusqu'à présent, je croyais qu'il était important de faire des choses dans le sens de la vie que je menais. J'ai donc suivi des séminaires et étudié afin de parfaire mes connaissances. Mais grâce à votre cours sur la façon de ranger notre intérieur, j'ai pris conscience pour la première fois qu'il vaut mieux soustraire qu'ajouter. Ce commentaire est l'œuvre d'une cliente, la trentaine, qui adorait étudier et s'était constitué un joli carnet d'adresses. Sa vie a changé radicalement après avoir suivi mon cours. L'objet dont elle ne voulait absolument pas se séparer était son immense collection de notes et supports de séminaires, mais quand elle a fini par les jeter, elle a ressenti la disparition d'un énorme poids. Après s'être débarrassée de près de 500 livres qu'elle avait l'intention de lire un de ces jours, elle s'est aperçue qu'elle recevait de nouvelles informations chaque jour. Et quand elle a jeté son énorme tas de cartes de visite professionnelles, les personnes qu'elle avait souhaité rencontrer commencèrent à l'appeler et elle put les voir tout naturellement. Elle qui était auparavant versée dans la spiritualité
à la fin du cours, déclara avec satisfaction. Le rangement est bien plus efficace que le feng shui, les pierres énergétiques et d'autres objets spirituels. Depuis, elle a foncé tête baissée dans une nouvelle vie, démissionné de son poste et trouvé un éditeur pour son livre. Le rangement change la vie de manière spectaculaire et cela vaut pour tout le monde, à 100%. L'impact, que j'ai surnommé la magie du rangement, est phénoménal. Il m'arrive de demander à mes clients dans quelle mesure leur vie a changé après avoir suivi mon cours. Je me suis certes habituée à leurs réponses, mais au début j'étais surprise. La vie des personnes qui rangent méticuleusement, à fond et en une seule fois, est systématiquement bouleversée. La cliente citée plus haut était désordonnée depuis toujours. Lorsque sa mère a vu sa chambre impeccable, elle était tellement impressionnée qu'elle s'est inscrite elle aussi à mon cours. Elle estimait être une personne ordonnée, mais a changé d'avis en voyant la chambre de sa fille. Elle a tant aimé jeter des choses qu'elle s'est débarrassée sans aucun regret de son matériel de cérémonie du thé qui lui avait coûté près de 200 € et s'est surprise à attendre avec impatience les jours de ramassage des poubelles. Avant, je n'avais aucune confiance en moi. Je n'arrêtais pas de penser qu'il me fallait changer, que je devais être différente. Mais aujourd'hui, je m'accepte comme je suis. L'adoption de critères clairs pour juger les choses m'a permis d'accroître ma confiance en moi. Comme le montre son témoignage, l'un des effets magiques du rangement est le renforcement de votre confiance en votre capacité à prendre des décisions. Ranger implique de tenir chaque objet dans vos mains, de vous demander s'il vous met en joie et de décider à partir de là de le garder ou de le jeter. En répétant ce processus des centaines de milliers de fois, nous améliorons naturellement notre faculté à prendre des décisions. Les gens qui manquent de confiance en leur jugement n'ont pas confiance en eux. Moi aussi, je manquais de confiance et c'est le rangement qui m'a sauvée. Gagner en confiance grâce à la magie du rangement. Je suis parvenue à la conclusion que ma passion pour le rangement provenait du désir de gagner la reconnaissance de mes parents et d'un complexe vis-à-vis de ma mère. Étant le deuxième de 3 enfants, je n'ai pas beaucoup bénéficié de l'attention de mes parents après l'âge de 3 ans. Ce n'était bien entendu pas intentionnel de leur part, mais je ne pouvais m'empêcher d'avoir cette impression à cause de ma position entre mon frère aîné et ma sœur cadette. Mon intérêt pour les travaux ménagers et le rangement est apparu vers l'âge de 5 ans et je suis persuadée que j'essayais à ma manière de ne pas causer de soucis à mes parents qui étaient très pris par l'éducation de mon frère et de ma sœur. Très jeune, j'ai également pris conscience de la nécessité de ne pas dépendre d'autrui. Et bien entendu, je souhaitais que mes parents me remarquent et soient fiers de moi. Dès mon entrée à l'école primaire, j'ai utilisé un réveil pour être debout avant tout le monde. Je n'aimais pas m'appuyer sur les autres, j'avais du mal à leur faire confiance, et j'étais carrément incapable d'exprimer mes sentiments. Dans la mesure où je passais les récréations seule à faire du rangement, vous imaginez bien que je n'étais pas une petite fille très extravertie. J'adorais errer dans l'école seule et aujourd'hui encore, je demeure solitaire et préfère voyager et faire les boutiques seule. C'est très naturel chez moi. Étant incapable de tisser des liens de confiance avec les autres, je m'attachais beaucoup aux choses d'une manière singulière. Je pense qu'en raison de cette incapacité à dévoiler mes faiblesses ou mes vrais sentiments, ma chambre et les affaires qui s'y trouvaient sont devenues très précieuses à mes yeux. Face à elles, je n'avais pas besoin de faire semblant ou de cacher quoi que ce soit. Ce sont les choses matérielles et ma maison qui m'ont appris à apprécier l'amour inconditionnel et non mes parents ou mes amis. À vrai dire, je n'ai toujours pas beaucoup confiance en moi. Je suis parfois très découragée par mes insuffisances. J'ai cependant confiance en mon environnement. Concernant les biens que je possède, les vêtements que je porte, la maison dans laquelle je vis,
mon entourage et mon environnement, s'ils ne paraissent pas forcément hors du commun aux autres, je suis extrêmement reconnaissante de les avoir dans ma vie. Ces choses et ces personnes sont toutes spéciales, précieuses et incroyablement chères à mon cœur. Les choses et les gens qui m'apportent de la joie me soutiennent et m'aident à croire en mes capacités. Je tiens à aider ceux qui éprouvent les sentiments qui étaient autrefois les miens, manquent de confiance et ont du mal à s'ouvrir aux autres. Je veux qu'ils se rendent compte de tous les soutiens que leur offre leur intérieur et les objets dont ils sont entourés au quotidien. Voilà pourquoi je passe mon temps à visiter des maisons et à conseiller leurs propriétaires en matière de rangement. Un attachement au passé ou une anxiété face à l'avenir. Jetez tout ce qui ne vous met pas en joie. Si vous avez expérimenté, ne serait-ce qu'un peu, cette méthode, vous vous êtes aperçu qu'il n'est pas si difficile d'identifier une chose source de joie. Vous connaissez la réponse dès que vous touchez l'objet. Il est bien plus difficile de décider de jeter quelque chose. Toutes sortes de raisons de ne pas le faire nous viennent à l'esprit. Je n'ai pas utilisé ce pot de toute l'année, mais qui sait, je pourrais en avoir besoin un de ces jours. Ou ce collier que m'a offert mon petit ami, je l'aimais beaucoup à l'époque. Mais lorsque nous recherchons les véritables raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à nous séparer d'un objet, il ne ressort que deux, un attachement au passé ou la peur de l'avenir. Pendant le processus de sélection, si vous tombez sur un objet qui ne vous procure aucun plaisir, mais que vous ne pouvez vous résoudre à jeter, demandez-vous, est-ce que j'ai du mal à m'en débarrasser à cause d'un attachement au passé ou d'une peur de l'avenir? Posez-vous la question pour chaque objet de problématique. Vous commencerez alors à distinguer une tendance dans votre attachement aux choses qui appartiennent à l'une des trois catégories suivantes. L'attachement au passé, un désir de stabilité dans le futur et une combinaison des deux. Il est important de comprendre votre rapport à la propriété car c'est une expression des valeurs qui guident votre vie. À travers ce que vous souhaitez posséder s'exprime la question du mode de vie recherché. L'attachement au passé et la peur de l'avenir régissent non seulement le choix de vos biens, mais représentent également les critères pris en compte lorsque vous prenez des décisions dans tous les domaines, y compris vos relations avec les autres et votre métier. Par exemple, une femme très anxieuse face à l'avenir optera sans doute pour un homme parce qu'elle aime sa compagnie. Elle choisira peut-être quelqu'un simplement parce que la relation lui semble avantageuse ou parce qu'elle a peur de ne trouver personne d'autre si elle ne s'engage pas avec celui-ci. Concernant les choix de carrière, le même type de personne sera plus enclin à choisir un poste dans une grande entreprise de façon à disposer d'une palette d'options plus large dans le futur ou à opter pour certaines qualifications par sécurité plutôt que par amour du métier en question. En revanche, une personne très attachée au passé aura des difficultés à entamer une nouvelle relation parce qu'elle ne parvient pas à oublier le petit ami dont elle s'est séparée 2 ans en arrière. Elle aura également du mal à essayer de nouvelles méthodes, même si celle qu'elle utilise actuellement n'est plus efficace, se disant « mais elle fonctionnait bien jusqu'ici ». Lorsque l'une ou l'autre de ces deux tendances nous empêche de jeter des choses, nous ne parvenons pas à percevoir ce dont nous avons besoin sur le moment. Nous ne sommes pas sûrs de ce qui pourrait nous donner satisfaction ou de ce que nous recherchons. Résultat, le nombre d'objets inutiles augmente, ce qui nous enferme physiquement et mentalement dans le superflu. Le meilleur moyen de savoir ce de quoi nous avons vraiment besoin est de se débarrasser de l'inutile. Les quêtes d'endroits lointains ou les séances de shopping ne sont plus nécessaires. Il vous suffit d'éliminer le superflu en faisant correctement face à chacun de vos biens. Le processus de sélection peut s'avérer particulièrement difficile car il nous contraint à faire face à nos imperfections.
à nos insuffisances et aux choix stupides opérés par le passé. Confrontée à mon passé pendant le processus de rangement, je me suis sentie très honteuse à de nombreuses reprises. Ma collection de gommes parfumées de l'école primaire, les objets que j'ai recueillis lors d'animations réalisées au collège, les vêtements que j'ai achetés quand j'étais au lycée lorsque j'essayais de faire plus vieille que mon âge, mais qui ne m'allaient pas du tout, les sacs à main que j'ai achetés lorsque je n'en avais pas besoin, tout ça parce qu'ils m'avaient plu dans le magasin. Les objets qui sont notre propriété sont réels. Ils existent bel et bien et sont le résultat des choix que nous, et personne d'autre, avons réalisés par le passé. Les ignorer ou les jeter sans faire preuve de discernement, comme pour nier les choix effectués par le passé, n'est pas la voie à suivre. Voilà pourquoi je suis contre le fait d'accumuler ou de bazarder des objets sans réfléchir. Ce n'est qu'en prenant une par une nos affaires et en ressentant les émotions qu'elles déclenchent en nous que nous pouvons réellement apprécier la relation entretenue avec elles. Il existe 3 approches pour faire face aux biens que nous possédons, y faire face maintenant, y faire face un de ces jours et les éviter jusqu'à la fin de nos jours. Ce choix nous incombe, mais je suis intimement persuadée qu'il est préférable d'y faire face maintenant. Si nous reconnaissons notre attachement au passé et nos peurs vis-à-vis de l'avenir, en observant nos biens en toute objectivité, nous serons en mesure de percevoir ce qui est réellement important pour nous. Ce processus nous aide ensuite à identifier nos valeurs et a le mérite de diminuer les doutes et la confusion lorsqu'il s'agit de prendre des décisions affectant notre vie. En ayant confiance en nos décisions et en passant à l'action avec enthousiasme et sans être freinés par aucun doute, nous sommes alors capables de décrocher bien plus de succès. Autrement dit, l'idéal est de faire face le plus tôt possible aux objets que nous détenons. Si vous envisagez de mettre votre maison en ordre, faites-le immédiatement. Apprendre à faire sans. Une fois que les gens se mettent réellement à faire du rangement, ils remplissent de nombreux sacs poubelles. J'ai appris que beaucoup de mes clients comparent entre le nombre de sacs poubelles remplis et des objets qui font leur apparition dans leur maison. À ce jour, c'est un couple qui détient le record avec 200 sacs poubelles, sans compter 10 objets supplémentaires trop imposants pour tenir dedans. La plupart des gens éclatent de rire quand ils entendent ça et s'imaginent que ce couple dispose d'une très grande maison avec des espaces de rangement gigantesques. Mais non, ils vivent dans un logement très ordinaire comprenant 4 pièces et 2 étages, qui présente certes une surface habitable légèrement supérieure à nombre de maisons japonaises en raison de la présence d'un grenier, mais la différence n'est pas considérable. Malgré beaucoup d'objets visibles de prime abord, ce logement ne semblait pas héberger beaucoup de choses inutiles. Autrement dit, n'importe quelle maison peut générer le même volume de déchets. Lorsque mes clients trient et se débarrassent de leurs affaires, je n'autorise aucune pause. En moyenne, une personne seule produit 20 à 30 sacs poubelles de 45 litres. Dans le cas d'une famille de 3 personnes, ce chiffre avoisine les 70. Le nombre total de sacs poubelles remplis depuis la création de mon cours dépasse les 28 000 et le nombre d'objets jetés doit dépasser le million. Cependant, malgré la diminution draconienne des biens, personne ne s'est jamais plaint d'un problème quelconque pour avoir jeté un objet. La raison à cela est limpide. Jeter les objets qui ne procurent aucune joie n'engendre aucun effet néfaste. Lorsqu'ils ont fini de ranger, tous mes clients sont surpris de ne pas en pâtir au quotidien. Cela prouve qu'ils ont vécu pendant tout ce temps entourés de choses dont ils n'avaient pas besoin. Il n'existe aucune exception. Même les clients se retrouvant avec moins d'un cinquième de leurs biens à la fin du processus ressentent cela. Bien entendu, je ne dis pas que mes clients n'ont jamais regretté d'avoir jeté quelque chose. Loin de là.
Attendez-vous à ce que cela se produise au moins 3 fois pendant le processus de rangement, mais n'en faites pas tout un monde. S'ils ont regretté d'avoir jeté quelque chose, ils ne s'en sont jamais plaints. Ils avaient déjà appris par expérience qu'un problème causé par un manque peut se résoudre en agissant. Lorsque mes clients me racontent qu'ils ont jeté un objet à tort, ils sont tous extrêmement enjoués. La plupart d'entre eux me disent en riant « Pendant un moment, j'ai pensé que j'allais avoir des ennuis, mais j'ai alors pris conscience qu'il n'y avait pas mort d'homme. » Cette attitude n'est pas due à leur optimisme naturel et ne signifie pas qu'ils se moquent désormais de leur réaction en cas de manque, mais montre qu'ils ont changé d'état d'esprit en choisissant les objets à jeter. Et si, par exemple, ils ont besoin du contenu d'un document parti à la poubelle? Tout d'abord, puisqu'ils ont déjà diminué le nombre de documents en leur possession, ils pourront très vite confirmer qu'il a disparu, sans avoir à retourner toute la maison. Le fait de ne pas avoir besoin de chercher contribue grandement à faire baisser le stress. L'une des raisons pour lesquelles le fouillis nous ronge est qu'il nous fait entamer des recherches pour attester la présence de telle ou telle chose. Et souvent, nous avons beau nous démener, nous sommes dans l'incapacité de trouver l'objet manquant. Une fois le volume d'affaires diminué et les documents rangés en un seul endroit, un coup d'œil suffit à dire s'il est là ou non. S'il a disparu, nous pouvons immédiatement passer à la vitesse supérieure et penser à une solution, demander à une connaissance, appeler l'entreprise ou chercher l'information par nous-mêmes. Une fois la solution trouvée, nous n'avons d'autre choix que d'agir. Et nous remarquons alors que le problème en question est incroyablement facile à résoudre. Au lieu de subir le stress associé aux recherches menées en vain, nous prenons des mesures qui aboutissent souvent à des résultats positifs inattendus. Lorsque nous cherchons le document ailleurs, nous pouvons tomber sur de nouvelles informations. Quand nous contactons un ami, nous pouvons approfondir la relation entretenue avec lui, ou ce dernier peut nous présenter un spécialiste du domaine. Plusieurs expériences de ce type nous apprennent qu'en passant à l'action, nous pouvons obtenir le moment venu l'information manquante. La vie devient tout de suite plus simple lorsque vous savez que tout se passera bien, même s'il vous manque quelque chose. Il existe une autre raison, la plus importante, pour laquelle les clients ne se plaignent jamais d'avoir jeté des choses, puisqu'ils ont continué d'identifier et de se débarrasser d'objets dont ils n'avaient pas besoin. Ils ne font plus reposer sur les autres la responsabilité des décisions à prendre. En cas de problème, ils ne cherchent pas à le mettre sur le dos d'autrui ou d'une cause extérieure. Ils prennent désormais seuls leurs décisions et ont conscience que l'essentiel est de réfléchir à la mesure à prendre en toutes circonstances. Sélectionner et jeter ses affaires est un processus continu de prise de décision reposant sur ses propres valeurs. Jeter permet d'améliorer sa capacité à décider. N'est-il pas dommage de louper l'occasion de bonifier cette qualité en jouant au collectionneur? Lorsque je me rends chez mes clients, je ne jette jamais rien moi-même, je les laisse toujours prendre la décision finale. Si je procédais à la sélection des objets à jeter à leur place, ranger ne rimerait à rien. C'est en mettant de l'ordre chez soi que l'on change d'état d'esprit. Prenez-vous la peine de saluer votre maison. La première chose que je fais lorsque je visite la maison d'un client, c'est de la saluer. Je m'agenouille solennellement au centre de la maison et je m'adresse mentalement à elle. Je me présente brièvement. Nom, adresse, profession, puis je demande son aide afin de créer un intérieur dans lequel la famille pourra vivre plus heureuse. Puis je m'incline. Ce rituel silencieux ne prend que 2 minutes et étonne mes clients. J'ai pris cette habitude assez naturellement en me fondant sur les rituels respectés dans les temples shintoïstes. Je ne me souviens pas précisément quand j'ai commencé à faire cela. Mais je pense avoir été inspiré par le fait que l'attente fébrile perçue lorsqu'un client ouvre sa porte ressemble à l'atmosphère régnant à l'intérieur d'un lieu sacré.
Vous pensez peut-être que ce rituel n'a qu'un effet placebo, mais j'ai remarqué une vraie différence en termes de vitesse de rangement quand je l'exécute. Au fait, je ne porte aucun survêtement ou tenue de travail lorsque je range, mais plutôt une robe et un blazer. Bien qu'il m'arrive de revêtir un tablier, j'accorde la priorité à l'esthétique plutôt qu'au côté pratique. Certains clients sont surpris et craignent que j'abîme mes vêtements, mais je n'ai aucune difficulté à déplacer des meubles, monter sur des plans de travail et exécuter les autres tâches physiques qu'implique le rangement, tout en étant bien habillé. C'est ma façon de témoigner du respect à la maison et à son contenu. Pour moi, ranger est une fête, des adieux adressés aux objets qui vont quitter la maison. Je m'habille donc en conséquence. Je suis certaine qu'en montrant un certain respect à travers la tenue que je porte, et en commençant la séance de rangement en saluant la maison, celle-ci m'indiquera avec plaisir ce dont la famille n'a plus besoin et où ranger les objets destinés à rester pour que la famille puisse vivre heureuse et à l'aise en son sein. Cette attitude accélère la prise de décision quand le moment est venu de trouver une place aux objets conservés et élimine le doute de tout le processus de rangement afin que tout fonctionne comme sur des roulettes. Vous ne vous sentez peut-être pas capable de faire cela. Vous estimez peut-être qu'il faut être un professionnel comme moi pour entendre ce qu'une maison a à dire. Mais c'est en fait le propriétaire qui comprend le mieux ses biens et son logement. Au fil des cours, mes clients commencent à voir clairement ce qu'ils doivent jeter et où vont les choses. Et c'est pour cela que la mission de rangement se déroule très bien et à bon train. Il existe une stratégie infaillible pour affiner votre capacité à savoir quels objets vous sont utiles et sont à leur place. Saluez votre maison chaque fois que vous rentrez. C'est le premier devoir que je donne à mes élèves. Comme vous le feriez avec votre famille ou votre animal domestique, dites « Salut, je suis rentré » à votre maison. Si vous oubliez de le faire quand vous rentrez, une fois que cela vous revient, vous pouvez dire « Merci de me donner un toit ». Si cela vous gêne de dire ce genre de choses à voix haute, vous pouvez prononcer ces paroles mentalement. Si vous le faites systématiquement, vous commencerez à sentir que votre maison vous répond. Vous sentirez le plaisir qu'elle ressent à travers une petite brise. Puis vous serez progressivement capable de savoir dans quelle partie votre maison souhaite que vous mettiez de l'ordre et où elle aimerait que vous rangiez les choses. Je sais que cela vous paraît carrément impossible, mais si vous ignorez cette étape, vous verrez que la mission se déroulera moins bien. Le rangement doit consister essentiellement à restaurer l'équilibre entre les êtres humains, leurs biens et la maison dans laquelle ils vivent. Mais en matière de rangement, les approches conventionnelles ont tendance à se focaliser uniquement sur la relation entre des personnes et leurs affaires, sans prêter attention au logement proprement dit. À mes yeux, la maison joue un rôle crucial, car lorsque je visite celle d'un client, je suis capable de sentir à quel point elle chérit les personnes qui vivent dedans. Elle est toujours là, à attendre que mes clients rentrent, prête à les abriter et à les protéger. Quel que soit leur degré de fatigue après une longue journée de travail, elle prend soin d'eux et fait tout pour les revigorer. Lorsqu'ils n'ont pas envie de travailler et qu'ils traînent dans le plus simple appareil, la maison les accepte comme ils sont. Vous ne trouverez personne de plus généreux et accueillant qu'une maison. Le processus de rangement est justement l'occasion de lui exprimer notre gratitude pour tout ce qu'elle fait pour nous. Testez ma théorie, essayez de mettre de l'ordre dans votre maison en cherchant à la rendre heureuse. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous êtes capable de prendre des décisions. Vos biens souhaitent vous aider. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à réfléchir au rangement. Je visite des maisons tous les jours et passe du temps face aux biens de leurs propriétaires. Je ne pense pas qu'une autre profession me permettrait de découvrir tous les biens
d'une personne ou étudier le contenu de placards et de tiroirs. J'ai beau avoir visité de nombreuses maisons, il n'existe pas deux modes d'agencement ou contenu identiques. Et pourtant, ces biens ont une chose en commun. Réfléchissez, pourquoi ces choses vous appartiennent-elles? Si vous répondez « parce que je les ai choisies »,« parce que j'en avais besoin » ou « grâce à diverses coïncidences », toutes ces réponses sont correctes. Mais toutes les affaires que vous possédez, sans exception, ont un souhait, celui de vous être utile. J'en suis certaine parce que j'ai étudié très attentivement des centaines de milliers d'objets dans ma carrière. En y regardant de plus près, le destin qui nous lie aux choses que nous possédons est assez incroyable. Prenez un chemisier par exemple. Même s'il a été produit en série dans une usine, l'exemplaire que vous avez acheté et rapporté chez vous est unique à vos yeux. Le destin qui nous a fait croiser la route de chacun de nos biens est aussi précieux et sacré que celui que nous ayons rapproché de personnes constituant notre entourage. Il existe une raison pour laquelle chacune de vos affaires vous a rencontré. Lorsque je partage ce point de vue, certaines personnes disent « J'ai négligé cette tenue pendant tellement longtemps qu'elle est complètement froissée. Elle doit être remontée contre moi. Ou si je ne la mets pas, elle va me jeter un sort. » Mais par expérience, je n'ai jamais rencontré un objet qui faisait des reproches à son propriétaire. Ces pensées émanent de la culpabilité éprouvée par le propriétaire et non des objets proprement dits. Mais que ressentent en réalité les choses qui ne nous mettent pas en joie? Je pense qu'elles veulent tout simplement quitter la maison. Oubliées dans vos placards, elles savent mieux que quiconque qu'elles ne vous apportent aucune joie. Tous vos biens tiennent à vous être utiles. Même si vous le jetez ou le brûlez, un objet laissera derrière lui l'énergie de son utilité. Libéré de sa forme physique, il évoluera dans votre univers sous forme d'énergie, en révélant aux autres objets que vous êtes une personne spéciale, et reviendra à vos côtés comme la chose la plus utile à l'individu que vous êtes actuellement, celle qui vous apportera le plus de bonheur. Un vêtement peut réapparaître sous la forme d'une nouvelle tenue particulièrement belle, d'une information ou d'une nouvelle relation. Je vous le promets, ce dont vous vous débarrassez revient par la suite vers vous à quantité égale, mais uniquement quand la chose en question ressent le désir de revenir à vos côtés. C'est pour cette raison que lorsque vous jetez quelque chose, ne dites pas en soupirant « Oh, je ne l'ai jamais utilisé » ou « Désolé, je n'ai jamais trouvé le temps de me servir de toi ». Séparez-vous plutôt de cet objet en lui disant, le cœur joyeux, « Merci de m'avoir trouvé » ou « Bon voyage et à bientôt ». Séparez-vous des objets qui ne vous procurent plus aucune joie. Faites de votre séparation une cérémonie de départ vers de nouvelles aventures, leur étant destinées. Fêtez l'événement en leur compagnie. Je suis sincèrement persuadée que nos affaires sont même plus heureuses et encore plus remplies d'énergie lorsqu'elles nous quittent que lors de leur entrée dans notre environnement. Ça fait déjà 40 minutes la vidéo, mais comme il reste une dizaine de pages à lire, on va finir ce chapitre dans cette vidéo. L'endroit où vous vivez influe sur vous physiquement. Une fois le processus de rangement en cours, nombre de mes clients observent avoir perdu du poids ou vu leur ventre se raffermir. Il s'agit d'un phénomène très étrange, mais lorsque nous possédons moins de choses et que nous désintoxiquons notre maison, cette désintoxication se produit également dans notre corps. Lorsque nous jetons d'un seul élan, ce qui suppose parfois de remplir 40 sacs poubelles dans la journée, notre corps peut réagir comme si nous lui avions imposé un mini-jeûne. Il se peut alors que vous soyez pris d'une diarrhée ou ayez certaines manifestations physiques. Pas d'inquiétude, notre corps se débarrasse simplement de toxines qui se sont accumulées pendant plusieurs années et retrouvera ensuite son état normal, ou sera peut-être même en meilleure forme 1 ou 2 jours plus tard. L'une de mes clientes a rangé un placard négligé depuis 10 ans.
Immédiatement après, elle a déclenché une forte diarrhée, à l'issue de laquelle elle s'est sentie bien plus légère. Je sais qu'affirmer que le rangement peut faire maigrir ou vous éclaircir le teint fait penser à de la publicité mensongère, mais ce n'est pas forcément faux. Je ne suis malheureusement pas en mesure de vous montrer des photos de mes clients avant et après mon cours, mais j'ai vu de mes yeux leur apparence se modifier une fois leur intérieur rangé. Ils ont le visage plus fin, la peau plus éclatante et le regard plus brillant. Quand j'ai démarré mon activité, ce phénomène m'intriguait, mais en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que cela n'avait rien d'étrange. Voici mon point de vue. Lorsque nous mettons de l'ordre dans notre maison, l'air y devient de meilleure qualité. En désengorgeant notre espace, nous faisons diminuer la quantité de poussière car nous nettoyons plus souvent. Lorsque le sol est visible, la poussière se remarque tout de suite et nous souhaitons la faire alors disparaître. Dans la mesure où le fouillis a disparu, le nettoyage est bien plus facile, donc fait plus à fond. L'air plus frais qui circule dans la pièce doit certainement être bon pour la peau. Faire le ménage implique d'exécuter des mouvements énergiques qui contribuent naturellement à la perte de poids et à l'entretien d'une certaine forme physique. Et lorsque notre intérieur est parfaitement propre, nous n'avons pas besoin de nous soucier du rangement et pouvons donc nous concentrer sur la deuxième priorité de notre vie. Nombre de personnes souhaitent être minces et en forme et se concentrent alors là-dessus. Elles commencent à marcher sur une plus longue distance et à manger moins. Ces résolutions permettent de perdre du poids sans pour autant suivre un régime. Mais je pense que la principale raison pour laquelle le rangement a cet effet est la satisfaction éprouvée à travers ce processus. Après avoir rangé leur intérieur, de nombreux clients me confient que leurs désirs matériels ont diminué. Par le passé, quel que soit le nombre de vêtements possédés, ils n'étaient jamais contents et souhaitaient toujours avoir quelque chose de neuf à se mettre. Mais après avoir uniquement conservé les objets qu'ils aimaient vraiment, ils avaient le sentiment d'avoir tout ce dont ils avaient besoin. Nous ramassons des choses matérielles pour la raison qui nous pousse à manger, satisfaire un besoin. Acheter sur une pulsion comme trop manger et boire sont des tentatives d'apaisement du stress. En observant mes clients, j'ai remarqué que lorsqu'ils jettent des vêtements superflus, leur ventre a tendance à fondre. Lorsqu'ils se débarrassent de livres et de documents, ils ont les idées plus claires, et lorsqu'ils réduisent leur quantité de produits de beauté et rangent l'espace situé autour du lavabo et de la baignoire, leur teint est plus clair et leur peau plus douce. Bien que je n'ai aucune preuve scientifique pour étayer cette théorie, il est très intéressant de constater que c'est la partie du corps correspondant à l'endroit de la maison remise en ordre qui réagit. N'est-il pas merveilleux que le rangement de votre maison joue également sur votre beauté et votre santé et vous rende plus svelte? Le rangement vous rend plus chanceux. En raison de la popularité du Feng Shui, les gens me demandent souvent si le rangement va leur porter chance. Le Feng Shui est une méthode destinée à porter chance en organisant le cadre de vie d'une personne. Cet art a gagné en popularité au Japon il y a une quinzaine d'années et est désormais très connu. Pour beaucoup, le Feng Shui est la première raison pour laquelle ils s'intéressent à l'organisation et au rangement de leur logement. Je ne suis pas experte en Feng Shui, mais j'en ai étudié les bases lors de mes recherches sur le rangement. Libre à vous de croire ou non que cette discipline peut vous porter chance, mais les Japonais se servent depuis des lustres de leurs connaissances en la matière et des principes d'orientation et les appliquent au quotidien. Par exemple, quand je plie puis range des vêtements sur champ dans un tiroir, je les dispose par couleur de façon à effectuer une gradation du sombre au clair. L'ordre adéquat consiste à placer les vêtements les plus clairs à l'avant du tiroir, puis à progresser vers les couleurs les plus sombres, situées au fond. Je ne sais pas dans quelle mesure ce principe porte chance, mais quand les vêtements sont disposés de la sorte,
L'effet obtenu est génial lorsque vous ouvrez le tiroir. La présence des vêtements clairs à l'avant du tiroir semble apaiser leur propriétaire. Si vous organisez votre intérieur pour être à l'aise, dynamique et heureux chaque jour, vous pouvez dire que vous avez de la chance, non? Les concepts associés au Feng Shui sont les forces du yin et du yang, et les 5 éléments, métal, bois, eau, feu et terre. Le principe de base est que tout objet dispose de sa propre énergie et doit être traité en fonction de ses caractéristiques. Tout ceci me semble parfaitement naturel. La philosophie du Feng Shui est de vivre en symbiose avec les règles de la nature, tout comme mon approche du rangement. J'estime que le rangement a pour but de vivre le plus naturellement possible. Ne pensez-vous pas qu'il n'est pas naturel de posséder des choses qui ne nous procurent aucun plaisir ou ne nous sont pas utiles? J'estime que la plus naturelle est de posséder uniquement des objets que nous aimons et dont nous avons besoin. En rangeant notre maison, nous pouvons vivre naturellement. Nous choisissons les choses qui nous procurent du plaisir et chérissons ce qui nous est vraiment précieux. Rien ne peut vous apporter plus de bonheur que d'agir de manière aussi simple et naturelle. Si on peut appeler ça de la chance, je suis convaincu que mettre de l'ordre dans sa maison est un bon moyen d'en bénéficier. Comment identifier ce qui est réellement précieux? Lorsqu'un client a mené à son terme le processus de sélection des objets à garder et de ceux à jeter, il m'arrive de prendre quelques pièces de la pile à garder, puis de redemander « Ce t-shirt et ce pull-là, est-ce qu'ils vous mettent vraiment en joie ?» Surpris, mon client se me dit systématiquement « Comment le saviez-vous ? Ces 2 vêtements, je n'arrivais pas à me décider à les garder ou à les jeter. Je ne suis pas une spécialiste de la mode et je ne repère pas ces choses en fonction de leur ancienneté. Je suis capable de déterminer l'état d'esprit de leur propriétaire vis-à-vis d'eux à l'expression que ce dernier affiche, la façon dont il tient l'objet, la lueur dans ses yeux lorsqu'il les touche, la vitesse à laquelle il se décide. Il existe indubitablement une différence de réaction selon qu'il aime l'objet en question ou n'est pas sûr du choix à opérer. Face à un objet source de plaisir, sa décision est généralement instantanée. Il le touche délicatement et a le regard qui brille. En revanche, si l'objet ne lui fait rien, ses mains s'immobilisent, il redresse la tête et fronce les sourcils. Après quelques instants de réflexion, il lui arrive de jeter l'objet sur la pile à garder, mais avec une mine renfrognée. Le plaisir se traduit par une expression corporelle, et ces signes physiques ne m'échappent jamais. Mais pour être honnête, je peux dire quels objets n'émeuvent pas mes clients sans même les regarder pendant le processus de sélection. Avant de me rendre chez eux, je leur donne une leçon particulière sur la méthode du rangement KonMari. Cette leçon a un impact important et souvent je m'aperçois lors de la première visite qu'ils ont déjà commencé à ranger. L'une de mes meilleures élèves, une femme d'une trentaine d'années, a jeté 50 sacs poubelles avant que je lui rende visite pour la première fois. Elle a ouvert ses tiroirs et son placard et m'a dit fièrement « Il ne reste plus aucune chose à jeter ici. » Sa chambre avait assurément une allure différente par rapport aux photographies qu'elle m'avait montrées. Le pull qui avait été négligemment laissé sur la commode était désormais impeccablement rangé et nombre des robes entassées sur le portant avaient disparu, laissant désormais de l'espace aux survivantes. Pourtant, j'ai sorti une veste marron et un chemisier beige. Ils ne différaient guère des autres vêtements qu'elle avait décidé de garder, étaient tous 2 en bon état et semblaient avoir été portés. « Est-ce qu'ils vous mettent vraiment en joie ?» lui ai-je demandé. Son visage a changé d'expression instantanément. « Cette veste, j'aime bien sa coupe, mais j'en voulais vraiment une en noir et il n'y avait pas ma taille. Comme je n'avais pas de veste marron, je me suis dit que j'allais l'acheter quand même. Mais en fin de compte, elle ne m'allait pas, et je ne l'ai mise que quelques fois.
Pour ce qui est du chemisier, la coupe et la matière ne m'ont vraiment plu. J'en ai donc acheté 2. J'ai porté le premier jusqu'à son dernier souffle. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne mets jamais l'autre. Je n'avais jamais vu son attitude vis-à-vis de ses vêtements et ne connaissais en rien les circonstances de leur achat. Je n'avais fait qu'observer minutieusement les vêtements suspendus dans sa penderie. En y regardant de plus près, vous pouvez commencer à percevoir si ces vêtements sont ou non source de joie pour leur propriétaire. Lorsqu'une femme est amoureuse, tout son entourage voit son attitude changer. L'amour reçu de la part de son âme, la confiance que lui donne cet amour et son désir de faire son possible afin d'être belle pour lui donne de l'énergie. Sa peau est rayonnante, ses yeux brillent et elle en devient même plus belle. Les objets aimés et choyés par leur propriétaire affichent une aura exprimant leur volonté d'être à son service. Les choses chéries brillent. Voilà pourquoi un simple coup d'œil me permet de dire si quelque chose met vraiment en joie. La véritable émotion réside dans le corps et les biens du propriétaire et ne peut donc être dissimulée. Être entouré de choses sources de joie vous rend heureux. Tout le monde a ses objets préférés, des choses dont on ne peut imaginer se séparer, même si d'autres personnes restent incrédules face à eux. Je vois chaque jour des choses précieuses aux yeux de mes clients et vous seriez effarés en découvrant ces objets étranges qui font chavirer de manière incompréhensible le cœur de leur propriétaire. Un lot de 10 marionnettes à doigts, chacune avec un seul œil différent les uns des autres, un réveil cassé ayant la forme d'un personnage de dessin animé, une collection de morceaux de bois flottés qui ressemblent plus à un vulgaire tas de bois, mais la réponse immédiate à ma question posée avec hésitation « Et ceci, ça vous met vraiment en joie ?» est un « oui » catégorique. Inutile d'argumenter face à leurs regards confiants et leurs yeux brillants, car moi aussi, je possède un objet de la sorte, mon t-shirt de Kikoro. Kikoro, enfant de la forêt, était l'une des 2 mascottes officielles de l'Aichi Expo 2005 sur le thème de l'amour de la planète et de la technologie écologique et renouvelable. La mascotte la plus grosse, Morizo, est peut-être plus connue. Kikoro était l'acolyte de Morizo, petit personnage rondelet vert jaune, et mon t-shirt ne montre que le visage de Kikoro. Je le porte sans arrêt quand je suis chez moi. Je ne peux vraiment pas me résoudre à m'en séparer, même si les gens me tournent en ridicule en disant « Comment peux-tu garder ça? T'as pas honte? Ce n'est vraiment pas féminin. Comment oses-tu porter ça? Tu devrais le jeter. » Je vais être claire. Les vêtements que je porte à la maison sont généralement jolis, souvent très féminins, des corsages avec plusieurs couches de volants roses et des ensembles en coton avec imprimés à fleurs. La seule exception est mon t-shirt de Kikoro. C'est un vêtement curieux, vert fluo, représentant simplement les yeux mi-clos et la grande bouche de Kikoro, et l'étiquette indique clairement que c'est une taille enfant. L'exposition ayant eu lieu en 2005, je le porte donc depuis plus de 8 ans, bien que n'ayant aucun souvenir émouvant de l'événement proprement dit. Le simple fait de lire ce que je viens d'écrire me donne honte de m'accrocher à cet objet. Mais quand je le vois, il m'est impossible de le jeter. Dès que j'aperçois les adorables yeux ronds de Kikoro, mon cœur bat plus vite. Mes tiroirs sont organisés de façon à ce que je puisse voir leur contenu d'un simple coup d'œil. Ce t-shirt fait tache parmi les élégants vêtements féminins, même si ça le rend plus attachant encore. Vous pourriez penser qu'en raison de son âge, il est tout détendu ou taché, mais pas du tout. Je n'ai donc aucune excuse de ce genre à faire valoir pour m'en débarrasser. Son étiquette indique qu'il a été fabriqué à l'étranger, ce que j'aurais pu trouver inacceptable pour une exposition organisée au Japon, mais je suis malgré tout incapable de m'en séparer. C'est le genre de choses auxquelles vous devez vous cramponner courageusement. Si vous pouvez dire avec certitude « je l'aime vraiment », quoi qu'en disent les autres, et si vous êtes fier de le posséder, ne vous souciez pas du qu'en dira-t-on. À vrai dire, je n'aimerais
pas que l'on me voie avec mon t-shirt Kikoro sur le dos. Mais je le garde pour le plaisir qu'il me procure, le petit gloussement qu'il provoque chez moi lorsque je le sors du tiroir pour le regarder, la satisfaction que je ressens quand Kikoro et moi suons ensemble en faisant le ménage et nous demandons à quoi nous allons bien pouvoir nous attaquer. Pour moi, il n'existe pas de plus grand bonheur que d'être uniquement entouré de choses que j'aime. Et vous, il vous suffit de vous débarrasser de tout ce qui ne vous va pas droit au cœur. Il n'existe pas de moyen plus simple pour être satisfait. On ne peut appeler ça que la magie du rangement, non ? Votre vraie vie commence après avoir mis en ordre votre maison. J'ai certes consacré un livre entier au rangement, mais le rangement n'est en réalité pas nécessaire. Vous n'allez pas mourir parce que votre maison n'est pas rangée, et beaucoup de gens de par le monde se moquent comme de leur première chemise, d'être incapables de mettre de l'ordre dans leur maison. Mais ces personnes ne se procureront jamais cet ouvrage, alors que vous, quelque chose vous a poussé à le lire. Cela signifie que votre désir de changer de situation, de repartir à zéro, d'améliorer votre mode de vie, d'être heureux et de resplendir est probablement grand. Voilà précisément pourquoi je peux vous garantir que vous serez capable de mettre en ordre votre maison. Lorsque vous avez choisi ce livre dans l'intention de faire du rangement, vous avez franchi un premier cap. Si vous avez lu son contenu jusqu'à cette page, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les êtres humains ne sont capables de chérir qu'un nombre limité de choses à la fois. Dans la mesure où je suis à la fois paresseuse et distraite, je ne peux prendre soin de trop de choses. C'est la raison pour laquelle je tiens à chérir correctement les objets me tenant à cœur, et aussi pourquoi j'ai consacré tant de temps au rangement. Je suis cependant persuadée qu'il vaut mieux ranger rapidement et en finir une bonne fois pour toutes. Pourquoi ? Parce que ranger ne peut être un but dans la vie. Si vous jugez que le rangement doit être une tâche quotidienne, si vous pensez que vous devrez vous y coller toute votre vie, il est temps de vous réveiller. Je vous jure que le rangement peut s'effectuer à fond et rapidement en une seule fois. Les seules tâches que vous devrez exécuter jusqu'à la fin de vos jours sont de choisir quoi garder et quoi jeter et d'aimer les choses que vous déciderez de conserver. Vous pouvez mettre votre maison en ordre maintenant et une fois pour toutes. Les seules personnes qui ont besoin de passer leur vie, année après année, à penser au rangement sont celles, comme moi, qui y trouvent du plaisir et ont à cœur de se servir de cette activité pour rendre le monde meilleur. Quant à vous, consacrez votre temps et ressentez de la passion pour ce qui vous procure le plus de plaisir, pour la mission qui est la vôtre dans la vie. Je suis convaincue que le fait de ranger votre maison va vous aider à trouver la mission qui parle à votre cœur. La vie ne démarrera vraiment qu'une fois votre maison en ordre. Postface. L'autre jour, je me suis réveillée avec le cou complètement bloqué et les épaules extrêmement raides. Je n'ai même pas pu me lever et j'ai dû appeler une ambulance. La cause n'était certes pas tout à fait claire, mais j'avais passé la veille chez une cliente à inspecter le placard situé au-dessus de sa penderie et à déplacer des meubles particulièrement lourds. Comme je n'avais rien fait d'autre, j'en ai conclu que j'avais fait trop de rangement. Je dois être le seul patient à avoir comme mention dans son dossier médical « trop de rangement ». Malgré tout, alors que j'étais allongée dans mon lit, en train de lentement récupérer la mobilité de mon cou, mes pensées étaient à 90% tournées vers le rangement. Cette expérience m'a fait apprécier la capacité à regarder dans les placards haut perchés. J'ai écrit ce livre parce que je souhaitais partager la magie du rangement, les émotions intenses qui m'envahissent quand je jette des choses qui ont rempli leur mission, des émotions qui ressemblent beaucoup à celles des étudiants à qui l'on remet leur diplôme, le frisson que je ressens quand je perçois un déclic, quand un objet rencontre son destin, et surtout l'air frais et pur qui envahit une pièce rangée. C'est le genre de chose qui fait briller une journée ordinaire sans événement particulier.
J'aimerais profiter de l'occasion pour me remercier tous ceux qui m'ont aidé à écrire ce livre, alors que ranger est la seule chose dont je sois capable. Monsieur Takahashi de Sunmark Publishing, ma famille, tous mes biens, ma maison. Je prie pour que la magie du rangement permette à plus de gens de ressentir la joie et la satisfaction de vivre entourés des choses qu'ils aiment. Marie Kondo, comme Marie. Et nous pouvons refermer ce livre. Voilà, je viens de terminer à l'instant le livre La magie du rangement de Marie Kondo. Après des semaines à vous le lire à travers les différents épisodes de Maman Curieuse, lis-nous un livre. Voilà, je suis très contente d'avoir été jusqu'au bout de ce livre. Le prochain livre que je vous lirai sera le premier tome de La Guerre des Clans. Ça, c'est une saga de livres qui me tient vraiment particulièrement à cœur. Vous verrez, je l'ai découverte quand j'avais l'âge de 12 ans, donc c'est déjà il y a 12 ans. Non, c'était pas il y a 12 ans, non. C'était il y a 16 ans. Il y a 16 ans. Ouais, ça fait déjà 16 ans. Ça date. Découvert quand quand je suis entrée au collège. Je suis allée au CDI. Et j'ai découvert ce livre. Voilà. Vous découvrirez. Je vous en dis pas plus. Donc la prochaine vidéo, je sais pas encore vraiment ce que ce sera. Soit un cons, soit un autre type de vidéo. Je sais pas si je vais faire une vidéo histoire, voir avec le temps que j'ai, parce que le travail me prend énormément de temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas sorti autant de vidéos que j'aurais voulu vous sortir. Mais là j'ai un agenda, je vais vraiment l'utiliser pour faire un planning de vidéos et vous sortir du contenu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voudriez que éventuellement que je vous sorte une vidéo intégrale de toutes les vidéos lectures concernant ce livre, tout en coupant bien sûr les passages où je vous parle comme maintenant, donc en gardant juste les passages de lecture. Comme ça, ce qui pourra regrouper la lecture complète du livre en une seule vidéo. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi. Et comme ça, je vous le ferai avec plaisir. Je pense que j'aimerais bien faire ça pour chaque livre que je lis. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Elle est extrêmement longue. Mais j'avais vraiment envie de finir ce livre dans cette vidéo, sachant qu'il ne restait pas énormément de pages. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Maman Curieuse, Miss Curieuse, qui vous aime très fort à la folie.